Bonjour, bienvenue dans ce chapitre sur la statique des fluides. Nous allons parler dans cette première partie de la pression et en particulier de la pression dans les fluides. Alors vous avez trois illustrations ici, trois exemples pour lesquels cette pression intervient. Eh bien ici vous avez un château d'eau qui assure la distribution de l'eau dans les villes, le domaine aéronautique pour lequel la pression est importante bien sûr, et enfin la plongée sous-marine aussi où nos connaissances sur la pression peuvent nous permettre d'éviter certains risques, certains dangers. Alors, tout d'abord, la pression dans un fluide. Eh bien, on va commencer par définir ce qu'est un fluide. Un fluide, c'est simplement un corps à l'état liquide ou gaz. Alors, quelle différence entre les deux? Un liquide est un fluide qu'on va considérer comme incompressible, c'est-à-dire que son volume ne peut pas varier. Et il possède une surface libre horizontale. La surface libre, c'est la surface qui est en contact avec le milieu environnant, c'est-à-dire l'air, par exemple, dans le cas général. Ensuite, un gaz est un fluide compressible, donc on peut faire varier son volume et il va occuper tout l'espace disponible. Alors si on considère un fluide enfermé dans un ballon, eh bien si le ballon est gonflé, le fluide va exercer une force pressante sur la surface que l'on peut voir, puisque ce ballon est gonflé à cause de cette force. Et cette force pressante, quelle est sa direction? Sa direction, elle est normale à la surface, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface, Si ce n'était pas le cas, eh bien, on verrait la surface, bouger, se modifier. Ensuite, le sens de cette force, c'est du fluide vers l'extérieur, vers la paroi. Alors, une fois qu'on a défini, cette force pressante, eh bien, on peut définir la pression. La pression, c'est simplement le rapport de la force pressante qui s'exerce sur une surface donnée. Donc, les unités de la force, c'est en newton, les unités de la surface, c'est en mètres carrés, ce sont les unités du système international et l'unité du système international pour la pression, c'est le pascal. Donc le pascal, en fait, ce sont des newtons par mètre carré d'après cette relation. Alors, autres unités qu'on utilise pour la pression, on utilise également l'hectopascal, c'est-à-dire 100 pascal ou 10 puissance 2 pascal, le bar c'est 10 puissance 5 pascal, et également les atmosphères. Alors, un atmosphère, c'est 1013 hectopascal. Pour quelle raison cette valeur de 1013 hectopascal? Tout simplement, c'est la pression atmosphérique moyenne sur Terre au niveau de la mer. Donc 1013 hectopascal, c'est-à-dire 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Alors maintenant que nous avons découvert ce qu'était la pression dans un fluide, eh bien voyons comment on peut décrire un fluide. Eh bien pour cela, nous disposons de grandeurs que nous pouvons mesurer à notre échelle et qui vont nous permettre de décrire le fluide. Par exemple, le volume, la pression, la température, mais aussi la masse volumique, la quantité de matière des espèces chimiques qui composent le système, la masse. Tout cela, ce sont des grandeurs physiques qui vont nous permettre de décrire un fluide. Alors, on n'est pas obligé toujours de donner la valeur de toutes ces grandeurs, puisque certaines sont reliées entre elles. Par exemple, la masse volumique est reliée à la masse et au volume du système par cette relation ρ égale m sur v avec les unités du système international. Donc, si on connaît par exemple la masse volumique d'un fluide et le volume de fluide, dans ce cas-là, on peut retrouver la masse correspondante. Alors, parlons un peu de la température. La température, couramment, on utilise le degré Celsius pour l'exprimer, mais ce n'est pas une température absolue, c'est une température relative. Relative à quoi? Relative à la température de solidification de l'eau, 0 degrés Celsius, et à la température d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius. L'échelle en degrés Celsius a été définie par rapport à ces deux températures. Alors la température absolue, elle, va s'exprimer en Kelvin. Donc le Kelvin est une échelle absolue. La température à notre échelle est reliée au niveau microscopique à l'agitation des particules. Donc on va pouvoir définir un zéro absolu, un 0 Kelvin, qui correspond à un état pour lequel les particules ne sont plus du tout en mouvement. Leur énergie cinétique serait théoriquement nulle à cette température. Donc la température de 0 Kelvin correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Aucune température ne peut être négative en Kelvin, il n'y a pas de température négative ici.
Donc aucune température dans l'univers ne peut être inférieure à moins 273,15 degrés Celsius. Alors le lien entre température en degrés Celsius et température en Kelvin, simplement, la température en degrés Celsius est égale à la température en Kelvin moins 273,15 ici. Donc vous voyez ici que l'échelle en Kelvin correspond à un simple décalage, on soustrait 273,15. Tout simplement, alors ceci va nous être utile lorsqu'il y aura des variations de température. Vous voyez que si je fais varier la température en degrés Celsius de 20 degrés Celsius par exemple, eh bien la température en Kelvin va également varier de 20 Kelvin. Donc les variations de température sont égales dans les deux échelles. Cela est très pratique dans certains domaines et pour certaines relations mathématiques entre grandeurs. Alors ici, un exemple des deux échelles avec la température en degrés Celsius à droite et la température en Kelvin à gauche. Voici déjà le 0 Kelvin ici, le 0 absolu, moins 273 degrés Celsius environ, en arrondissant. Et par exemple, alors 0 degré Celsius va correspondre à une température donc de 273 Kelvin, et la température d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius, va correspondre à une température de 373 Kelvin. Voyons le lien maintenant entre ces grandeurs macroscopiques et la description que l'on peut faire du fluide à l'échelle microscopique. Alors, si on se représente à l'échelle microscopique les particules d'un fluide, eh bien, on va voir des particules agitées et en mouvement désordonné, comme ici. Alors, ici, il va s'agir d'un gaz puisque les particules sont espacées. Si on veut représenter un liquide, on aura des particules qui sont en contact dans le liquide. C'est d'ailleurs pour cela que le liquide va être considéré comme incompressible, on ne peut pas faire varier son volume, tout simplement parce que si les particules sont déjà en contact, on ne peut pas comprimer davantage un liquide. Alors, les grandeurs macroscopiques que nous avons découvertes, certaines de ces grandeurs sont en lien avec des propriétés de la matière à l'échelle microscopique. C'est ce qu'on a vu avec la température, qui correspondait à l'échelle microscopique à l'agitation des particules, à leur énergie cinétique. Ensuite, on peut relier également la masse volumique. La masse volumique, eh bien, si je prends un gaz et que je le comprime, je vais augmenter la densité de particules, c'est-à-dire que dans un espace donné, il y aura davantage de particules. Ensuite, la pression, eh bien, on a vu que c'était l'action mécanique des particules sur une surface. Alors justement, parlons un peu de cette pression ici. Donc si on représente à l'échelle microscopique, la pression c'est tout simplement l'ensemble des particules qui viennent choquer sur la paroi ici, qui vont créer cette action mécanique. Alors comment évolue la pression lorsqu'on fait varier les deux autres grandeurs qui sont ici, température et masse volumique? Eh bien, si on augmente la masse volumique, on va augmenter la densité de particules, donc on va aussi augmenter le nombre de chocs sur la paroi. Donc la pression va augmenter lorsque la masse volumique augmente. Ensuite, que se passe-t-il si on augmente la température? Eh bien, on va déjà augmenter l'énergie de chaque choc, puisque chaque particule aura davantage d'énergie cinétique. Et également, eh bien, on va augmenter le nombre de chocs, puisque la vitesse augmente, donc il y aura davantage de particules à chaque instant qui vont venir choquer la paroi. Donc la pression augmente lorsque la température augmente. Voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous verrons quelles sont les relations entre grandeurs qui vont nous permettre de décrire l'évolution de la pression dans un gaz et dans un liquide.